Bonjour et bienvenue à cette première séance de l'année 2024 de notre séminaire Le Lab, qui est placé à plus d'un titre aujourd'hui sous le signe de l'hybridité, pas trop comment on dit, puisque donc, vous êtes toujours très nombreux à assister en ligne à nos séances, et qu'il y aura aussi aujourd'hui deux interventions à distance. Aline Menin et Mathieu Génois. La séance aussi, vous avez sans doute vu par son intitulé, est la parfaite synthèse de nos ambitions de présenter dans ce séminaire des projets qui promeuvent des articulations disciplinaires, donc une certaine hybridation, notamment entre les sciences de l'ingénieur, les sciences informatiques et les sciences humaines et sociales, pour explorer, appliquer de nouvelles méthodes, de nouveaux outils susceptibles d'apporter des éclairages inédits et des questionnements de recherche aux sources de liens. Donc, les enjeux, par ailleurs, médias et mémoire, on sait tous qu'ils sont des enjeux qui sont au cœur de nombreux travaux de recherche depuis longtemps, mais que désormais les approches algorithmiques computationnelles permettent de renouveler les analyses sur le sujet, comme on va le voir, donc au travers de la présentation de deux projets, donc à deux voix chaque fois, la voix du chercheur en sciences humaines et la voix du chercheur en sciences informatiques. Donc le premier projet qui sera présenté s'appelle Crossing Borders Archives, CROBORA, qui est un projet ANR jeunes chercheurs piloté par Matteo Treleani et qui donc a comme sous-titre « Tracer la circulation des images d'archives à l'aide des méthodes numériques ». Donc pour ce projet, Matteo Treleani, maître de conférence à l'Université Côte d'Azur, fera une présentation plutôt volée sciences humaines, et Aline Menin, maître de conférence à l'Université Côte d'Azur et chercheur à l'INRIA, fera la même présentation pour le côté sciences informatiques. Donc je vais donner... Et puis le deuxième projet, il s'appelle Polyvocal Interpretations of Contested Colonial Heritage, qui est un sous-projet d'un projet européen centré sur la mémoire du passé colonial, et notamment avec des archives issues de l'INA, mais je présenterai les intervenants dans un deuxième temps. Mathéo. Merci beaucoup Claude pour cette présentation et pour cette invitation. Initialement, je vais un peu présenter les cadres théoriques des recherches effectuées dans le projet CROBORA. Donc le projet a commencé en 2021 et se termine en juillet 2024. Donc ça fait quelques mois et on est donc vers la fin du projet. C'est le moment où on commence en fait à mettre à disposition des chercheurs une base de données et une plateforme d'accès aux archives qu'on vous présentera par la suite. On commence un peu à analyser les résultats des données que nous avons collectées. Le projet à la base a porté sur une question qui est la question de la circulation des images du passé dans le cadre du rapport entre un sujet en particulier qui est celui de la répétition et donc de la répétition et les industries médiatiques. Alors, on sait que la répétition est au cœur de tout processus industriel. Il s'agissait dans les projets de comprendre au moins deux dimensions. Tout d'abord, l'effective présence de la répétition au sein des médias audiovisuels, et en deuxième lieu, les liens qui existent entre donc, la notion de répétition et la mémoire. Donc tout d'abord, une constatation qui est celle de l'augmentation des productions visuelles et audiovisuelles qui composent une grande partie du trafic sur Internet et qui sont impressionnantes aujourd'hui. On dirait que tout devient image et cependant cette croissance d'acteurs, des producteurs, des broadcasters, d'auteurs ne semble pas s'accompagner d'une augmentation de la diversité visuelle. On dirait au contraire que la circulation des images contribue à une sorte de sclérose du sens, à un rétrécissement du potentiel sémiotique des productions visuelles. Alors, il y a deux éléments qui semblent essentiels dans ces discours. Tout d'abord, les phénomènes répétitifs, donc,
les contenus audiovisuels sont largement redondants. Et en deuxième lieu, les phénomènes circulatoires. Les contenus circulent et la globalisation des médias contribue au comportement que l'on pourrait appeler migratoire des images et des contenus visuels qui sont donc repris dans différentes industries médiatiques et dans différentes industries et périmètres nationaux. Si la répétition est donc au cœur du fonctionnement industriel des médias, la répétition est aussi importante, comme on le sait, pour la mémoire et la mémoire collective. Donc depuis longtemps, il y a un lien vérifié entre répétition et mémoire. Pour rappeler les expériences d'un psychologue de la fin du 19e siècle, Ebbinghaus, qui démontrait les liens qui existent entre la quantité des répétitions et la fonction des rétentions mémorielles. Répéter aide à remémorer. On répète une comptine pour l'apprendre, on se fait répéter toujours la même histoire pour comprendre. Mais la mémoire est aussi dynamique. Et de ce point de vue, Elisabeth Loftus a beaucoup travaillé sur la notion des faux souvenirs. Il y a un très bel exemple où elle a fait une expérience, elle a retouché une photo sur un panel sur un public sélectionné. Et donc elle a fait croire à ce public que dans la photo, il y avait une expérience faite dans le passé. Donc on voit ici la photo du père avec son enfant qui a été recoupé et monté sur une montgolfière. En fait, l'expérience n'a jamais eu lieu, mais la moitié des participants s'est rappelé parfaitement de l'événement et même rajouté des éléments sensoriels à ces souvenirs, les vents, l'air, alors qu'effectivement l'événement n'avait pas eu lieu. Donc il y a l'extériorisation du souvenir dans une image qui produit de la croyance et démontre que la mémoire change. Elle change aussi en raison des extériorisations et de la médiatisation donc, de la mémoire. Donc si là on a un faux souvenir, on peut s'imaginer que toute extériorisation et modification d'un souvenir imprimé sur un support médiatique peut modifier notre mémoire, et donc la mémoire est changeante, les passés changent en raison des supports mémoriels. L'objectif donc du projet était la compréhension donc du dynamisme de la mémoire basé sur la redondance des souvenirs médiatiques. Donc là on a parlé des mémoires d'un point de vue, bon, je ne vois plus rien, mais là on a parlé des mémoires d'un point de vue individuel, mais on peut étendre en fait les mêmes questions sur la mémoire collective basée sur des souvenirs partagés et ces souvenirs partagés circulent sur des supports évidemment médiatiques. Or, si la mémoire est basée sur la répétition, la mémoire est dynamique, on peut analyser les répétitions des souvenirs médiatiques pour observer et aller comprendre comment la mémoire change, évolue selon les différentes médiatisations auxquelles elle est sujette. Donc, pour comprendre cela, on s'est basé sur un objet de recherche précis, qui sont les reprises des images d'archives, et un terrain précis qui est la mémoire visuelle de la construction européenne. Il s'agissait de trouver un terrain où avoir un périmètre pour faire des recherches focalisées. Et il s'agissait donc de repérer les reprises d'images d'archives liées à des discours européens pour voir comment la répétition d'un fait, par exemple, à travers la médiatisation de certaines images d'archives, modifie les faits selon les différents discours, contextes, énonciatifs et périodes dans lesquelles l'image est reprise. Observez donc le dynamisme de la mémoire médiatique, les caractères transformatifs du sens du passé. Or, finalement, ça c'était un peu les cadres, les prémices et les hypothèses que l'on avait, sur lesquelles on a basé la conception du projet. Finalement, c'est quelque chose d'un peu complémentaire qu'on a fini par étudier. Donc je vais y revenir, mais plutôt que d'étudier la valeur historique des images et les dynamismes transformatifs de la mémoire, on a trouvé la valeur historique et l'importance
des usages génériques de certaines images et leur valeur illustrative. Et au lieu d'analyser la transformation, la différence, on a compris l'importance symbolique ou emblématique de la redondance des mêmes contenus qui finissent par produire donc des stéréotypes visuels. Bon, donc on est arrivé à cela en collectant donc toute une série de données dans un périmètre précis. On a analysé donc les actualités, les JT du soir entre 2001 et 2021, donc on a un panel de 20 ans, des journaux télévisés français et italiens sur 3 chaînes françaises et italiennes. Vu la construction européenne, donc l'approche transnationale nous semblait important. Et puis une sélection des comptes web issus en partie du dépôt légal du web français et du web vivant français-italien. Et en tout, on a collecté donc 5400 vidéos. Et ces 5400 vidéos contiennent à peu près 35 000 images de stock. Donc ce sont des images d'archives, on reviendra plus tard sur cela. Comment on a repéré qu'il s'agissait d'images d'archives? On s'est basé sur la documentation effectuée par les institutions qui ont contribué au projet, et donc l'INA évidemment, la RAI et Mediaset en Italie. Et les données sont donc composées de la manière suivante. On a des données originales qui sont donc les vidéos, des JT et du web, et les métadonnées originales liées à chaque vidéo. Et pour cela, il s'agissait pour nous d'aller chercher quelque chose de plus précis, non seulement la vidéo, mais les reprises d'images d'archives qui se trouvent à l'intérieur des vidéos. Et donc on a rajouté 2 types de métadonnées, des métadonnées visuelles, donc des captures d'écran pour chaque image d'archive, et des métadonnées textuelles qui sont subdivisées en 4 catégories de mots-clés, lieu, personnalité, événement, illustration. On se disait au début du projet que les raisons pour lesquelles on peut reprendre une image dans une vidéo sont pour illustrer un lieu, une personne ou un événement dans le passé. Et plus tard, donc tout de suite après, Aline vous présentera la plateforme qui permet d'accéder à ces données et d'effectuer aussi des visualisations en temps réel et qui est actuellement hébergée par Humanum. Alors je voulais juste revenir donc sur l'objet de la recherche, parce que je vais donc parler d'images d'archives. Et initialement, c'était l'image d'archives qui était un peu au cœur du projet, mais finalement, il y a eu un glissement. Et aujourd'hui, on parlerait plutôt d'image de stock. Or, l'image d'archive, disons que d'un point de vue de la littérature et d'un point de vue de l'usage courant de la notion, a une valeur historique. Lorsqu'on parle d'image d'archive, on fait référence à une image qui est reprise pour signifier quelque chose qui a eu lieu dans le passé. Or, finalement, on a trouvé l'intérêt plutôt d'images dont la valeur est plutôt illustrative. Or, Jean-Stéphane Carnel, que vous connaissez sûrement, a beaucoup travaillé sur la notion d'image illustrative et donc il affirme que ces images sont des images plutôt décontextualisables, des images génériques, des images qui ont été parfois même produites exprès pour pouvoir être réutilisées, reprises dans différents contextes. Alors, dans le cas du projet Crobora, donc, on a élargi les panels aux images donc, que l'on pourrait appeler initialement d'illustration, illustrative, et on remarque une croissance de leur présence dans les JT en France comme en Italie. Et la présence des images de stock, donc d'images en fait qui sont issues, qui n'ont pas été réalisées exprès pour la vidéo, mais qui sont issues d'autres productions, est très importante un peu dans toutes les productions d'actualité. Donc ici, je cite Mediaset et un diapo d'Andreas Caranari et Emanuele Ballossino. Donc Mediaset, c'est le principal broadcaster privé italien. Et ici, il présentait l'année dernière, au cours d'une journée d'études,
la composition type des JT, des sujets des JT des Mediaset, où on peut voir en fait que la présence des reprises d'images oscille entre les 75 et les 100% des JT. Donc en fait, il faut considérer qu'un sujet des JT, surtout dans les chaînes qui sont privées, donc qui font un grand recours aux images d'information, aux agences d'information comme Associated Press, ANSA, AFP, etc., font un grand usage majoritaire d'images qui sont issues des stocks. Ici, il y a des exemples de ce que Mediaset appelle des images précieuses, qui sont donc des bases de données conservées et réalisées exprès pour pouvoir être réutilisées de manière décontextualisée dans plusieurs JT, où on a donc des employés ou des ouvriers, des artisans, et donc en fait c'est des images qui ont des valeurs essentiellement génériques. Donc elle doit pouvoir être utilisée dans plusieurs contextes pour pouvoir illustrer certaines thématiques. Or, ici donc on a vu qu'il y a ce que Jean-Stéphane Carnel appelait un peu une distinction entre deux notions, la notion d'image d'archive à valeur historique et la notion d'image d'archive à valeur illustrative. Et donc initialement on avait cette distinction qui est en partie faite aussi par les documentalistes de l'INA, parce que dans les dépôts légaux de la télévision, on trouve l'usage du terme image d'illustration et l'usage du terme image d'archive. Et donc dans notre recherche, on a vu que ce n'est pas très clair, c'est un peu flou, mais on a effectivement une distinction qui semble être faite entre des images qui ont une valeur historique et des images qui ont une valeur plutôt générique, illustrative, qui serait donc l'illustration et l'image d'archive. Or, effectivement, on a trouvé qu'il y avait une autre distinction qui avait peut-être plus de sens pour pouvoir avoir une vision plus claire du phénomène, et qui est celle de l'usage générique et de l'usage spécifique des images. Or, en fait, il peut y avoir des images historiques qui ont valeur illustrative et des images illustratives qui ont valeur historique. Donc, en fait, les deux distinctions ne sont pas exclusives l'une de l'autre. Mais par contre, il peut y avoir une polarité entre des usages d'images qui ont une valeur générique et une valeur plutôt spécifique. Donc, je fais un exemple. Ici, vous avez un exemple issu donc, des données des Crobora. On peut trouver des degrés de spécificité, de généricité, et ces degrés peuvent se baser sur les coordonnées spatio-temporelles et leur précision ou détermination. Donc ici, vous avez le 21 juin 2017, une image donc, des stocks utilisée dans un JT en Italie pour parler de l'arrivée d'un bateau de migrants à Lampedusa. Donc là, on parle d'une arrivée et d'un cas d'un événement bien précis. On parle de Lampedusa, donc on a des coordonnées spatio-temporelles qui sont très claires, et donc l'image est reliée à un référent qui est plutôt précis. Quelques jours plus tard, on a un autre JT, toujours en Italie, mais ce n'est pas le même JT, ce n'est pas la même chaîne. Et là, en fait, on parle d'une allocution de Juncker sur l'émergence migratoire. On utilise des images pour illustrer les phénomènes migratoires. Et là, parmi ces images, on utilise la même séquence d'archives sans faire référence au référent. Donc, on ne fait pas référence à l'événement spécifique. Et donc, dans ces cas, en fait, on voit comment la même image, dès la même séquence de stock, on fait un usage différent. D'un côté, on a un usage spécifique, avec des coordonnées spatio-temporelles bien claires, et de l'autre côté, un usage générique, où donc ces coordonnées sont plutôt vagues ou imprécises. Et donc, il y a un phénomène que l'on pourrait dire un phénomène de généricisation. Donc, l'image devient générique dans ces usages. Évidemment, il y a aussi des images qui sont produites pour pouvoir être génériques, comme les précieuses dont on a parlé tout à l'heure. Et là, c'est un autre exemple, hein, toujours avec des bateaux de migrants, parce qu'on s'est focalisé en fait sur la thématique migratoire dans les projets, et où on voit en fait comment une même séquence peut perdre ses coordonnées spatio-temporelles et devenir générique. Et dans ces parcours en fait de généricisation s'opère ce que l'on appelait un réductionnisme emblématique. Donc ce serait comme si on réduisait les caractères qui permettent de définir un acteur ou un événement, on en garde seulement certains éléments et on produit un emblème visuel.
Et donc, dans ce cas, l'emblème visuel du bateau des migrants qui est utilisé pour signifier l'acteur social migrant avec toute une série de conséquences assez intéressantes qui, évidemment, le fait de relier la migration à la clandestinité, à l'urgence, à la ponctualité de l'événement et perdre donc toute la qualité d'un phénomène qui est plutôt systémique et propre à toute communauté. Donc, en fait, l'usage de l'image de stock réduit certains phénomènes à des emblèmes. Ces emblèmes, en fait, réduisent donc aussi la profondeur du phénomène et finissent par produire ce qu'on appellera donc des stéréotypes visuels. Alors, pour pouvoir retrouver ces images dans notre corpus, on a fait un recours à certains logiciels, dont un en particulier qui s'appelle FastDup. Et donc ce logiciel, un peu comme Snoop ici à l'INA, nous a permis de retrouver des images à l'intérieur du corpus, des images qui se répètent, et avec des degrés en fait de similarités plus ou moins importants. Et ce qui nous a permis donc de faire des généalogies pour voir comment une même image de stock est reprise dans plusieurs chaînes, à plusieurs périodes, et aussi effectue des parcours entre, là par exemple l'image en haut est très emblématique parce qu'elle est initialement utilisée par Euronews, ensuite par Arte, elle est reprise en Italie aussi, elle revient et elle est un peu un emblème visuel qui semble signifier l'opposition à la frontière entre Irlande et Irlande du Nord lors du Brexit. Puis il y a des choses un peu étranges aussi, donc par exemple FastDup a trouvé une similarité entre Thatcher et Gaddafi. Bon, et donc on a analysé comment les stéréotypes deviennent un fichement représentationnel, comme dit Henri Boyer, et aussi les liens donc entre la notion des stéréotypes visuels et la question de la mécanisation de la production culturelle, parce que finalement ces images de stock, l'usage des images de stock est une conséquence de l'industrialisation et de la mécanisation des JT, des sujets des JT qui sont basés sur un usage d'images qui ont déjà été produites, sur la reprise d'images qui ont déjà été utilisées et ainsi de suite. Bon, je vais peut-être aller vite sur les outils de visualisation parce que ce sera Aline qui va les présenter, mais juste pour en donner un aperçu, on a implémenté des outils de visualisation dans la plateforme du projet Corobora, et ces outils avaient justement l'objectif de nous permettre donc de comprendre la circulation des images de stock à travers ces différentes frontières, et de comprendre en fait comment la redondance de certaines images de stock donc produit des stéréotypes et modifie aussi la manière dont ces usages contribuent à créer dans leur redondance des stéréotypes visuels. Et cela permet aussi de voir comment la circulation est un phénomène qui est sujet à différentes contraintes, des contraintes culturelles, politiques et aussi temporelles. Donc ici, par exemple, on voit la circulation en fait, des images du discours de Schuman, et il est assez intéressant que c'est une visualisation donc diachronique dont on parlera plus en détail Aline tout à l'heure, mais ici on a pu remarquer en fait que les images du discours de Schuman commencent à être utilisées depuis le début des années 2000, et elles circulent énormément, surtout en France, sur France 2, Arte et TF1, et puis elles disparaissent totalement à partir de 2012, mais on les retrouve sur Internet et en Italie. Donc c'est intéressant, en fait, évidemment, nous on a un périmètre précis, ce qui ne permet pas de dire que ces images peuvent être circulées quand même, mais en dehors des JT, des 20 heures que nous avons analysés. Mais il est intéressant de voir comment il y a une sorte de durée de vie de la circulation des images et des emblèmes visuels. Donc les emblèmes semblent être commencés à circuler, puis ont une croissance
et puis une chute au moment où en fait on se laisse, mais c'est la vie de ces emblèmes continue en dehors en fait du périmètre où elle avait été implémentée, et donc dans ces cas par exemple dans une autre nation ou dans d'autres médias. Voilà, je vous remercie pour votre attention. On va donner la parole à Aline Menat, donc, qui est en ligne. Voilà, les Ayax Dirac, on a un problème de connexion qu'on va très vite réparer, mais peut-être qu'on peut prendre des questions. Et Martha, qui est donc... Changement des programmes. Alors, on va prendre les questions pour la première intervention. Peut-être je vais commencer avec une première question. Mathieu, vers la fin, tu as utilisé les concepts d'emblème pour parler des images. Est-ce que tu pourrais développer pourquoi, quel est l'intérêt de ces concepts pour parler de ces images génériques? Oui, c'est une longue réflexion qui a porté à développer le concept d'emblème. Donc en fait, il y a deux termes qui sont utilisés normalement dans un cadre de ce type-là, qui sont la notion des symboles et la notion d'icône. Donc je dirais qu'en infocom, on utilise souvent le terme symbole, une image symbolique donc, qui représente, disons, conventionnellement quelque chose. Et plutôt dans les... Peut-être, voilà, on pourra me corriger, dans les milieux de l'histoire, on utilise les termes d'icône, une icône culturelle, des images iconiques. On est arrivé à la conclusion en fait que ces termes étaient, d'un point de vue un peu sémiologique, c'est un peu délicat d'utiliser icône et symbole, parce que symbole, ça renvoie à non seulement à la représentation conventionnelle, mais aussi aux représentations symboliques qui sont vagues en poésie, par exemple. Donc c'est un terme un peu polyvalent. Icône, pareil, c'est un terme compliqué, parce que ça peut renvoyer à la ressemblance mimétique, ou à l'usage qu'on en fait en histoire, qui est un peu celui de la valeur cultuelle de l'image. En fait, lorsque, par exemple, André Günther et Sylvie Lindeperg utilisent ces termes pour parler d'images qui ont beaucoup circulé, dont on a beaucoup parlé, et donc, personnellement, je pense que ce qu'ils relèvent dans leurs analyses, c'est la valeur cultuelle de l'image. Donc, lorsqu'une image on en fait un culte, eh bien, elle devient iconique. Lorsqu'une image a une relation conventionnelle avec un référent, elle devient symbolique. Et ces deux termes-là, ces deux valeurs-là, la valeur culturelle et la valeur conventionnelle, on les retrouve dans la notion d'emblème, qui est beaucoup moins utilisée. Et donc Henri Boyer revenait sur cette notion pour parler de la notion des figements représentationnels que l'on trouve dans l'emblème et dans les stéréotypes. Et donc ça fait les liens avec stéréotypes aussi. Mais bon, évidemment, on peut les appeler comme on veut, je dirais. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou à distance? Donc, alors, il y a une première réponse, c'est comment on a trouvé des images d'archives. Et donc, en fait, nous, on s'est basé sur la documentation des institutions. Donc, l'INA et la RAI documentent la présence d'images d'archives, donc des reprises. Et donc, on renvoie la balle, si vous voulez, aux documentalistes qui ont pensé, ont jugé utile de noter la présence des réutilisations d'images d'archives. En deuxième lieu, voilà, comme vous voyez tout à l'heure, on voyait ces graphes des Mediaset.
où on voit que donc les 75% des sujets des JT sont composés d'images d'archives, d'images de stock. Donc en fait les reprises constituent la grande partie de ce qui circule dans l'audiovisuel. Donc il n'y a pas des sujets des JT où il n'y a pas d'images d'archives, en gros. Tous les sujets des JT sont composés par des images d'archives. Ce qui compte est comprendre quelle est la valeur historique de ces images. Et voilà, l'approche que l'on a entrepris dans les projets a été celui de dire c'est trop compliqué de les dire, c'est-à-dire que ça relève en fait d'une analyse qualitative très fine du discours. Donc il faudrait voir cas par cas qu'est-ce qui semble avoir une valeur historique ou pas. Et donc on a fait un décalage des perspectives plutôt que parler d'images à valeur historique ou non. On a parlé des usages et on a parlé de la spécificité ou de la généricité des usages. Donc en quelque sorte, on a évacué la question de l'historicité pour parler en fait de la question de la généricité dans toute image qui est donc une reprise. Et donc la réponse, si vous voulez, un peu simple à votre question, ce serait que toute reprise serait une image de stock. On va redonner la parole alors pour la suite de la présentation autour de ce projet à Aline Menat, donc qui est en ligne depuis Nice. Okay, j'entends un écho, c'est peut-être normal. Donc je vais vous présenter les outils que nous avons mis en place dans le projet Crobora pour permettre du coup l'exploration visuelle des images d'archives. En faisant particulièrement dans les volets recherche, voir la concurrence de ces images des archives et la distribution temporelle, donc leur usage sur le temps. Donc la plateforme visuelle de Crobora, on l'a fait sous forme de site web qui contient basiquement des images d'archives utilisées donc, dans les différents journaux télévisés, les métadonnées des images qui ont été générées dans le projet Crobora, des libellés qui permettent d'identifier leur usage, donc comme a dit Matteo, classés sur 4 catégories, donc événements, célébrités, illustrations ou lieux, et des outils donc, pour faire la recherche des images et des archives, donc soit par titre ou encore métadonnées associées, et des outils pour visualiser ces données, leur concurrence et leur usage sur le temps. Donc cette plateforme est accessible sur Celia, donc sur Humanum. Vous pouvez l'accéder, l'utiliser normalement chez vous. Donc, ce que nous avons en tant que données, je résume un petit peu, mais disons, nous avons une espèce de CSV, donc un tableau qui contient donc, chaque image et les différents libellés qui ont été utilisés pour classer ces images, selon s'il s'agit d'une personnalité, un événement, un livre ou une illustration. Et nous avons des images de ce type-là. À partir des images, on combine donc les images avec les métadonnées que nous avons pour donner à l'utilisateur des informations plus riches autour de ces images. Donc nous pouvons voir ici avec des petites icônes, savoir s'il s'agit d'un lieu, d'un événement ou d'une illustration. Et on montre du coup les détails aussi de chaque image pour qu'on puisse explorer et comprendre le contexte d'usage de cette image. Alors, nous avons quelques objectifs donc, avec cette plateforme. Le principal, c'est de permettre l'exploration de cette base de données pour identifier des patterns et tendances d'usage des images, et plus en particulier pouvoir extraire et partager des informations pertinentes, explorer et rechercher l'information selon les métadonnées, la classification des images ou encore les métadonnées associées aux archives. Donc nous avons mis en place un certain nombre d'outils pour cela. Donc le premier, c'est un explorateur de fichiers qui permet, comme le nom le dit, d'accéder directement aux fichiers, aux archives GT. Une galerie qui permet de faire à l'envers, donc on va partir des images et au moment qu'on va trouver des images qui nous intéressent, là on va pouvoir donc accéder les informations par rapport aux fichiers GT. Nous avons mis aussi en place un tree map qui permet l'exploration hiérarchique des données. Donc on va voir ça en détail, mais par exemple je vais partir
Il y a plusieurs chaînes. Je vois la chaîne qui m'intéresse où je veux voir quel type de concept a été exploré. Ensuite, je vais partir sur les événements qui ont été explorés dans cette chaîne pour ensuite voir quel type d'image a été utilisé en termes de personnalité, illustration au lieu. Nous avons aussi mis réadapté l'outil Arvis qui de base a été créé pour assister à l'exploration visuelle des règles d'association, donc extrait d'un texte. Et là, du coup, on l'utilise pour explorer la co-occurrence des concepts dans les images d'archives et donc par conséquent dans les fichiers JT. Ensuite, on avait également réadapté Moving, qui est un outil de visualisation créé pour assister à l'exploration des relations sous le temps. Et ici, on l'utilise pour explorer donc, la relation entre les concepts dans les images au cours du temps, donc voir quand d'où concepts ont été utilisés en même temps et dans quel JT. Nous avons aussi mis en place un outil qui permet de créer une sélection d'archives pertinentes à l'analyse, c'est qu'on appelle les favoris, et qui permet également d'ajouter des notes qui, voilà, pour regarder, pour soit enrichir l'information qui est déjà là, ou encore permettre ces partages avec un collègue dans le cadre de l'analyse. On peut également donc, extraire des données, soit une sélection de favoris avec des annotations qui ont été faites, ou encore une sélection à partir des filtres qui ont pu appliquer sur la plateforme. Donc, quand on regarde la plateforme, elle ressemble à quelque chose comme ça. Nous avons ici la possibilité, donc je vais juste passer rapidement dans la démo. Quand nous arrivons dans la plateforme Crobora, nous avons une page plutôt vide avec un filtre, une barre de filtres ici qui nous permet de dire où on veut chercher les données. Donc, on choisit la base de données. Comment on peut faire cette recherche, si on veut se baser sur le titre des archives ou encore sur les différentes catégories qui ont été utilisées pour classer les images. Donc ici, pour donner l'exemple, je vais partir sur les titres et j'entre n'importe quel mot. Ici, je vais chercher tous les archives qui contiennent dans le titre le mot Nobel. Ça me donne ici donc, les mots-clés, je peux ajouter plusieurs à côté, et tous les archives qui contiennent le mot Nobel dans leur titre. Quand je clique là-dessous, je vais avoir toutes les images qui ont été utilisées lors de ce JT. Chaque image avec les mots-clés qui ont été utilisés pour les classer. Je peux également, une fois que j'ai trouvé l'archive qui m'intéresse, aller plus loin en cliquant en See More Details, ce qui m'amène sur une page qui est dédiée à l'archive en question. Donc ici, on a toutes les images associées à l'archive, les informations qui décrivent cette archive, donc les métadonnées provenant de la source, mais aussi tous les métadonnées qui ont été générées dans le projet Crobora. Et ensuite, la vidéo qui est associée, c'est le cas. On va choisir le bon exemple. S'il y a une vidéo donc, associée, on peut aussi la voir ici. Donc là, c'est la page dont j'ai parlé. Ensuite, on avait aussi mis en place donc, la galerie qui nous permet donc, de faire à l'envers. Je vais avoir les mots-clés. Donc ici, j'ai le mot-clé Nobel. Je peux aussi aller dans la galerie et voir toutes les images qui sont associées aux différents fichiers qui contiennent Nobel dans le titre. On peut faire aussi un autre type de recherche qui est une recherche par catégorie. Donc ce sont les catégories utilisées pour classer les images. Donc ici, je vais cocher tout et je vais chercher toutes les images qui contiennent le mot-clé Nobel Prize. Donc on va voir à partir de ces images-là, quelles archives contiennent des images avec ces mots-clés. Et à l'inverse, je peux aussi voir dans la galerie donc, toutes les images qui contiennent, qui ont été classées avec le mot-clé Nobel Prize. Une fois que je suis dans la galerie, on a aussi mis en place un carrousel, donc permettant de voir image par image et tous les mots-clés associés. On peut extraire les métadonnées de l'image en tant que fichier CSV et on peut aussi, en See More Details, on va directement dans la page
des archives qui utilisent l'image. Et donc là, on a toutes les informations autour de l'archive en question, comme tout à l'heure. Avec la galerie, ce qui est intéressant, c'est que quand on voit toutes les images en même temps, donc comme dans ce cas ici, ou dans l'exemple ici, quand on voit toutes les images en même temps, on peut facilement comparer comment est-ce que deux concepts différents sont illustrés par l'usage de ces images-là. Parfois, on va avoir un certain concept qui est illustré avec un certain type d'image, donc ça donne aussi un peu l'idée de comment on voit, comment on les visualise ces concepts en tant que société. Donc ça, c'est un des intérêts de la plateforme aussi, un type de questions qu'on peut répondre, comment est-ce qu'on représente certains concepts en comparant les images qui ont été utilisées lors de JT. Ensuite, nous avons la TreeMaps qui nous donne du coup une vue qui est plutôt hiérarchique. Donc on va commencer par, je vais ajouter ici un autre mot-clé, donc Friends. Donc on va avoir tous les archives qui parlent, plutôt toutes les images qui parlent de Nobel Prize et aussi la France, ou la France, où je peux avoir une question qui dit quelles sont les images qui parlent du Nobel Prize et la France aussi. Donc en changeant cette option ici en haut. Donc avec le OR, ce qu'on va avoir dans un premier temps, on voit qu'il y a 1777 images associées à ces deux mots-clés-là. On a dans un premier temps tous les événements. Donc d'abord, je m'intéresse ici à un des événements d'intérêt. Donc ici, je vais choisir, pour exemple, les élections présidentielles. Quand je clique à l'intérieur, on a donc 12 images associées à ces fichiers, ces événements, qui ont été utilisées sur 12 chaînes différentes. Donc à partir de là, je peux aller voir dans la chaîne qui m'intéresse quelles sont les images qui sont utilisées dans le contexte des événements élections présidentielles en France. Donc on voit ici des images qui ont été classées aussi parce qu'il y a une célébrité qui apparaît, en l'occurrence Marine Le Pen, et on a aussi des images qui sont classées comme étant merement illustratives. Ces TreeMaps, on peut les modifier pour adapter à notre question. Donc là, on a fait une analyse qui démarre par les événements, mais on peut aussi commencer par les chaînes. Donc on va d'abord voir la distribution des images dans les différentes chaînes. On choisit une chaîne qui nous intéresse et ensuite on va voir la distribution des images par les événements. Ici, je choisis un événement et je vais avoir de nouveau la même chose, toutes les images qui sont utilisées et leurs mots-clés associés. Je peux aller voir l'image en détail si j'entre dans la catégorie choisie. Avec un clic droit, comme dans toutes nos approches, on peut aller dans la source, donc dans l'archive qui utilise cette image pour avoir l'information complète sur la donnée. La prochaine approche que nous avons mis en place, donc Arvis, nous permet d'explorer les différents mots-clés utilisés pour classer les images selon leur apparition commune dans une image. Pour faire cette visualisation, nous avons utilisé un algorithme d'extraction des règles d'association qui nous permet de dire avec un certain niveau de confiance si lorsqu'une image a été classée par le mot-clé A, si je trouve aussi le mot-clé B dans cette image. Dans cet exemple ici, nous avons d'un côté donc, ce qu'on appelle les antécédents Flag of Greece et Hellenic Parliament. On a avec un certain niveau de confiance, ici représenté par la couleur, donc on a un niveau 0,8, donc on va dire 80% de confiance. On va aussi trouver le mot-clé Old Royal Palace dans cette imagette, ou dans ces images qui ont été classées par Flag of Greece et Hellenic Parliament. Quand on clique sur la règle, on va voir ici toutes les images qui sont classées avec ces mots-clés. Donc on voit ici, on a 392 images qui contiennent ces trois mots-clés à l'intérieur. Si je vous fais du coup une démo ici, donc dans l'onglet Arvis, je vais enlever ces mots-clés, Hellenic Parliament,
Donc à la glisse, ça fonctionne une mot-clé à la fois. Donc quand on a plusieurs, par exemple, si je mets American Flag, ici, j'ai choisi lequel je vais vous montrer, je vais vous voir dans Alice. Donc pour l'exemple en question, je vais avoir ici donc, tous mes mots-clés, les règles d'association. Donc on va avoir ici par la couleur si on a beaucoup de confiance ou si on a beaucoup d'intérêt. Donc l'intérêt dans ces cas, ça veut dire qu'on a une règle qui, malgré le fait qu'on est très confiante que le mot-clé apparaît, qu'ils apparaissent ensemble, c'est peut-être une co-occurrence qui est très fréquente et donc considérée par l'algorithme pas très intéressante parce que ça peut être évident. Quand on clique sur la règle, du coup, on va avoir toute la liste des images avec les informations sur l'archive, les autres mots-clés qui ont été utilisés et un lien qui nous permet d'aller accéder à l'archive et les informations associées. Ensuite, pour ce qui est du coup les visualisations, nous avons mis en place cette représentation temporelle des données. Donc notamment, ce que nous avons ici, c'est les années dans l'axe des abscisses et à gauche, on va avoir un ou plusieurs mots-clés sélectionnés. Et on va pouvoir voir avec cette vague, je ne sais pas encore beaucoup trop comment appeler ça, quand on a une hauteur assez conséquente, ça veut dire qu'on a beaucoup d'images qui mentionnent ces mots-là, donc migrants dans ces cas, dans cette année. Donc on voit ici par exemple qu'on a beaucoup de mentions entre 2015 et 2016. Et avec les couleurs, on va savoir quelles sont les chaînes qui ont utilisé ces images qui mentionnent le mot migrant. Dans ces cas, si on regarde les couleurs, on est surtout sur High No et High Blue. Dans la même idée, on peut ajouter d'autres mots-clés ici à gauche et voir à quelle période dans le temps ces mots-clés ont été mentionnés ensemble. Dans ces cas, quelles sont les images qui contient ces mots-clés, tous ces mots-clés en même temps, et à quel moment ces images ont été utilisées dans les différentes chaînes. Dans cet exemple en particulier, on voit qu'il y a beaucoup plus d'usage ici en 2015, où on a ces liens noirs qui est beaucoup plus épais par rapport aux autres années. Si on revient dans la plateforme, on a cet onglet ici, Moving, qui nous permet de voir du coup cette corrélation. Là, on va ajouter donc plusieurs mots qui nous intéressent. Ici, si on regarde donc Flag of Greece et Hellenic Parliament, on va voir en séquence. Déjà, si je survole Hellenic Parliament, je vais voir dans la ligne Flag of Greece, je vais voir, ça va se mettre en évidence tous les imagettes, les images représentées ici par des cercles qui mentionnent aussi Hellenic Parliament. Je pourrais aller plus dans le détail, par exemple en 2012, quand je clique, je vais avoir ici les images, en effet, qui ont été utilisées, liées par une ligne colorée qui représente sur quelle chaîne cette image a été utilisée. Et du coup, on voit plus en détail quelles sont les images et quel était l'usage. Une dernière chose, c'est la possibilité de prendre des notes, de créer une sélection de favoris et à noter. Donc, notamment dans File Explorer, je vais avoir ces petites étoiles à côté de chaque fichier, de chaque archive, et je peux facilement cliquer sur cette étoile et ajouter ici un commentaire quelconque. Donc, ceci est un commentaire qui ensuite je peux exporter ou encore partager avec quelqu'un. Donc, je fais un save. Quand je fais ça, dans mon onglet favori, je vais avoir ici tous les fichiers qui j'ai mis en favori avec ou sans commentaire. Donc ici par exemple, normalement, je peux juste cliquer là, je ne mets pas les commentaires. Dans les favoris, je vais avoir, ok, je devrais avoir mon fichier, c'est l'effet démo. Dans tous les cas, on a tous les fichiers
afficher avec les commentaires que nous avons faits et on peut ensuite faire un téléchargement comme un fichier CSV qui ressemble à quelque chose comme ça. Donc nous avons ici l'auteur des annotations, la notice, dans ces cas l'archive qui est mentionnée, le titre, la date, la chaîne, la langue, le lien vers... Merci Aline, je crois qu'il va falloir qu'on vous interrompe. Mais c'est extrêmement riche et je suis sûre qu'il y aura beaucoup de questions, mais on va grouper les questions après le deuxième volet de la présentation. Je suis désolée, mais il faut qu'on accélère un peu. On a pris un peu de retard sans doute au début, mais je suis sûre qu'il y aura beaucoup de questions sur toutes les fonctionnalités des outils que vous avez mis en place pour l'analyse de ce projet. Donc je vais céder la parole, je vais donner la parole à Sophie Gebey, donc pour la présentation de sa partie du projet PICH, je vais lui laisser vous présenter. Merci. Merci beaucoup. Merci. Donc bonjour à toutes et tous. Alors je suis Sophie Gebey, je suis maître de conférence en histoire contemporaine et en histoire des médias, plus particulièrement du web à Aix-Marseille Université, membre du laboratoire TELEM. Et en fait, effectivement, je vais vous présenter avec mon collègue Mathieu Génois, qui lui est en visio et à Marseille, un projet, et en mettant l'accent bien sûr sur cette question de la place des méthodes computationnelles dans ce projet. Alors en fait, je suis le porteur du volet français du programme européen PICH, Polyvocal Interpretation of Contested Colonial Heritage, qui, disons-le, largement interroge le statut des archives coloniales et postcoloniales dans nos sociétés contemporaines selon des approches très distinctes selon les pays, on va dire. Et donc, je vais revenir avec grand plaisir sur ce projet en cours. Donc, il y a un certain nombre de choses qui vont pouvoir être partagées, mais il y a aussi des choses sur lesquelles on est encore en train de travailler et qui portent sur la médiatisation de la marche pour l'égalité contre le racisme. Donc, en fait, c'est une histoire de la médiatisation de la marche à la télévision et sur le web, et donc de la mémoire médiatique de cette marche au fil des années, et en partenariat, donc dans le cadre de ce projet, avec le Lab de l'INA. Donc j'en profite d'ailleurs pour remercier l'équipe du Lab de donner l'opportunité de partager avec vous différents travaux en cours sur ce projet. Et puis c'est la première fois que j'interviens quand même. Déjà, c'est un très beau lieu. Et puis entre l'archive, j'allais dire, photographie de Kill Bill et puis un magnifique baby-foot du Paris Saint-Germain. Je rappelle que je viens d'Aix-Marseille Université. Vous apprécierez l'effort. Donc, alors, ce projet porte en fait sur un des axes de ce projet, parce qu'il y a plusieurs axes, disons, de travail en cours, porte sur la médiatisation de la marche. Alors, celles et ceux qui écoutent France Culture avec assiduité n'ont pas pu rater le 40e anniversaire de la marche, hein, je pense, parce que c'est largement mis à l'honneur sur la radio, en tout cas. Et donc, pour bref rappel, disons, ici, vous avez une archive INA de France 3 Méditerranée, hein, qui est en fait une archive télévisuelle qui rappelle, qui illustre, contrairement aux apparences, ici, l'arrivée des marcheurs, donc 39 marcheurs à peu près au final, partis au départ de Marseille le 15 octobre 83 et avec, dans une relative indifférence, pour arriver à Paris, donc le 3 décembre, accueillis par, on dit, 100 000 personnes, et puis connaître une forte médiatisation. Donc cet événement, je n'ai pas évidemment le temps ici de revenir sur l'impact et la dimension, l'histoire même de cet événement, mais cet événement, rappelons-le quand même, est né, alors il part de Marseille le 15 octobre suite à l'assassinat d'un enfant de 13 ans dans le quartier des Cailloles. Il s'inscrit dans le cadre de tensions fortes. En fait, il part de Lyon, du quartier des Minguettes, où un certain nombre de jeunes est aussi en relation avec des acteurs de la CIMAD, donc, par exemple le Père de l'Orme, et puis l'associationnisme protestant, et puis aussi Toumi Djaïdja, par exemple, qui est l'instigateur de la marche et qui est le fondateur à l'époque d'Avenir Minguette, donc un quartier populaire de Lyon, et qui dénonce les violences policières et qui est lui-même victime d'un tir. Et qui, suite à ce tir d'un policier dont il est victime en 83, se dit sur son lit d'hôpital qu'il souhaiterait mettre en place collectivement une marche pour dénoncer les crimes racistes et aussi demander finalement les revendications portent davantage sur les statuts des travailleurs immigrés, plutôt des parents, je dirais, avec une prolongation de la carte de séjour, par exemple.
Donc ça, c'était les revendications, disons, de ces marcheurs et ces marcheuses de 83. Disons que dans la mémoire collective, cet événement est finalement resté comme associé très étroitement à la création d'SOS Racisme, au mouvement au droit à la différence des années 80. Et en fait, on va le voir, donc cet événement-là, du point de vue médiatique, c'est souvent souligné par les historiens de l'immigration et l'histoire culturelle comme l'acte de naissance médiatique de la deuxième génération d'immigrés, qualifié de marche des beurs, un terme évidemment essentialisant, mais qui dans le contexte de l'époque renvoie en fait cette focale sur la jeunesse des enfants des travailleurs maghrébins. Et donc c'est aussi en connexion avec le mouvement Beur et donc un pic aussi dans la médiatisation finalement de ces enfants issus, qu'on dit issus de l'immigration. Donc en fait ce projet s'inscrit dans des travaux préliminaires que j'ai effectués dans le cadre de ma thèse, portant plus largement sur les mémoires de l'immigration maghrébine, mais je m'étais interrogée, et c'est un article qu'on peut retrouver dans la revue Homme Immigration, sur les mémoires de la marche en ligne en 2013. Donc, et en fait, j'avais travaillé sur ce qui ressortait de ce travail, parce que je ne vais évidemment pas rentrer dans le détail. Ici, c'est un web documentaire archivé par le dépôt légal du web de l'INA. Et ce qui ressortait de ce travail, disons, c'était une mémoire assez ambivalente, parce que je m'étais aussi interrogée sur la place des marcheurs dans cette mémoire, des acteurs, des premiers acteurs de cette marche, en dehors des grandes associations telles qu'SOS Racisme. Et en fait, ce qu'il en ressortait, c'est une mémoire ambiguë, ambivalente, je dirais, avec d'un côté, pour ces marcheurs et ces marcheuses qui étaient des adolescents et parfois de jeunes adultes, un moment fondateur à titre personnel, mais aussi une grande désillusion avec la perception d'une marche récupérée, de dissension interne aussi, et d'une marche récupérée par le Parti socialiste, et finalement d'une forme de divorce aussi dans les années 80 par la suite entre le mouvement social des quartiers populaires et la gauche, pour le dire vite, avec, en fait, ça c'est un exemple que j'avais, puisque j'avais retrouvé cette page Facebook où l'auteur de qui était un ancien marcheur, avait créé cette page et me disait, donc là c'était avant décembre 2013, donc avant le 30e anniversaire, où il y a quand même eu une forte médiatisation, notamment liée au film La Marche, dans lequel jouait Jamel Debbouze. Et en fait, en discutant avec lui via Facebook, alors, il me disait que c'était très important pour lui de rappeler le titre originel de cette marche, marche de l'égalité contre le racisme, mais non pas marche des beurs, bien sûr. Et d'autre part, il me disait que c'est compliqué de faire connaître la marche, les jeunes ne s'en souviennent pas, donc il y avait aussi le fait qu'on a marché, mais finalement les discriminations persistent, et donc d'où l'ambiguïté, disons, de cette mémoire. Mais c'était une enquête très qualitative, fondée sur un nombre réduit de sites web, et en fait ce projet a été l'opportunité de développer plus largement, de reprendre quelque part le sujet et de se demander comment, au fil des décennies, après 3 commémorations, disons, la représentation de cette marche à la télévision et sur le web avait évolué. Donc on est ici dans une perspective d'histoire des médias, d'histoire culturelle, donc le but c'est d'étudier les représentations de cet événement passé, et aussi, donc évidemment, qui prend la parole. Est-ce que, moi, ma question derrière, est-ce qu'on retrouve les marcheurs ou pas? Est-ce que ce terme de beurre est toujours mobilisé, ou on voit émerger, j'imagine, un regard critique sur ce terme? Et puis c'est aussi comment est-ce que cette mémoire est réappropriée au gré des problématiques ou des obsessions, je ne sais pas comment faut-il les qualifier, mais des problématiques de la société et aussi qu'on retrouve évidemment à la télévision et qui sont mis en discussion à la télévision comme sur le web autour des questions d'immigration, de la place des musulmans dans la société française, ou aussi de débats sur le modèle d'intégration républicain tel qu'on imaginait ce qu'il pouvait être aujourd'hui dans les années 80. Donc c'est plutôt, du coup, c'est pas une histoire de la marche en tant que telle, c'est une histoire des modes de représentation de la marche à la télévision et sur le web, avec l'idée, comme souvent en histoire, mais on l'a vu aussi dans le projet de Mathéo précédemment, de pouvoir identifier ces évolutions. Donc ça, c'est l'objectif, je dirais, en termes historiques, en termes d'histoire. Alors pour ce faire, on a construit plusieurs corpus, un corpus d'archives télévisuelles qui est en train d'être terminé et parfaitement nettoyé. Je pense qu'il y a environ 380, je n'ai plus le chiffre exact en tête, archives de télévision, donc depuis 83. On a aussi construit avec l'équipe et un certain nombre de stagiaires des corpus sur le web vivant. Donc ici vous voyez sur l'image, vous apercevez sur l'image un corpus qui porte sur la réception du film en 2013
qui traitait de la marche et voir un petit peu comment la médiatisation se fait. Elle donne lieu à une polémique autour de un certain nombre de polémiques. Je ne rentre pas dans le détail, mais on a 2 corpus sur Hive, un autre aussi qui porte sur la commémoration là pendant le 40e anniversaire et 3 corpus puisqu'il y en a un plus largement qui a été conçu aussi sur le traitement de la marche en ligne. Donc on est en train de travailler sur les tags, etc. Et on pourra ensuite, à partir des données extraites de ces corpus, avoir des collections, une collection mixte aussi, évidemment, avec à la fois du web vivant, qui est aussi du web parfois archivé, notamment par Internet Archive, des archives télévisuelles, et puis aussi, bien sûr, des archives du web, notamment, puisque ce projet se fait en partenariat avec l'Institut national de l'audiovisuel et avec le Lab, donc sur les archives télévisuelles. On va travailler, je vais revenir peut-être après sur la méthodologie, mais on va aller proposer une première approche, notamment des vidéos, puisque ce projet aussi met la focale sur la dimension audiovisuelle. Et pour ce qui concerne les archives du web média, j'avais déjà commencé à faire une première collection sur 2003 et 2013, et donc là on devrait avoir quelque chose d'assez exhaustif du point de vue du corpus, qui était déjà en fait un objectif premier livrable en quelque sorte du projet, mais ce corpus est en cours d'analyse. Donc outre les questionnements historiques, c'est véritablement une approche interdisciplinaire, parce que bien sûr qu'après on va aussi avoir une analyse, une critique documentaire des sources de façon très classique en histoire, avec une approche plus qualitative, et notamment de l'enquête orale pour revenir sur les conditions de production, notamment d'un certain nombre de web documentaires qui ont traité de la marche, justement. Et puis, des approches computationnelles, alors avec à plusieurs niveaux. Donc d'abord, en priorité, je dirais le Lab INA pour tout ce qui concerne les archives télévisuelles, avec l'idée de pouvoir travailler sur la transcription des voix, enfin du son des vidéos, des voix des vidéos, et donc d'avoir une analyse plutôt sémantique de ce côté-là. Une analyse aussi visuelle avec l'outil Snoop. Alors on a commencé à regarder, mais c'est encore en cours aussi. Moi aussi là, j'aimerais repérer les marcheurs. Donc évidemment, dans un projet qui porte qui derrière s'inscrit dans le thème de la décolonisation des archives, on a constaté avec Arthur que par exemple, c'était un petit peu les bugs comme Mathéo l'a montré tout à l'heure, mais l'outil qu'on a utilisé pour l'instant a beaucoup de mal à retrouver Toumi Jaija, par exemple, qui en fait a une coupe afro à l'époque, et qui est de type méditerranéen pour le dire vite, et qui en fait il nous ressort un peu Michael Jackson pour l'instant. Par contre, le père de l'Orme, lui, il le retrouve sans difficulté. Donc déjà, c'est très intéressant parce que ça pose un certain nombre de questions, et c'est important de les mettre à l'ordre du jour aussi. Donc on s'en occupe aussi. Et donc ça, c'est sur le chantier vidéo. Et on pourra aussi faire ça avec les vidéos du web aussi. Donc ça, c'est les pistes d'exploration autour finalement des données, parce qu'on voit bien comment on passe d'approche qualitative, document par document, l'unité documentaire, et laisser la notice de notre archivina, presque la bobine en gros, pour faire référence au passé. Et là, aujourd'hui, on rentre par les données qu'on a extraites des corpus, même si cela n'efface pas la nécessaire non seulement constitution des corpus pour qu'ils soient propres, et ensuite un nettoyage des données qui est très chronophage et qui nécessite de transpirer, je crois, beaucoup de stagiaires, ce dont on parlait en aparté avec Mathéo. Donc l'autre des acteurs multiples de Sciences Po, puisqu'ils nous aident aussi du côté de Hive, et puis Cedramu, qui est à Aix-Marseille Université, un service de traitement de données assez récent et de stockage de données, donc il va aussi pouvoir proposer un certain nombre de développements à partir des données que nous extrairons sans doute à l'issue du projet, mais c'est une perspective intéressante pour nous. Et puis, ça a permis aussi le travail que Mathieu va développer juste après mon intervention. Donc, on a plutôt de l'analyse sémantique et de l'analyse visuelle, avec l'idée d'essayer d'interroger la diachronie. Qu'est-ce que ça nous dit des évolutions de la représentation de la marche, notamment sur des vidéos, mais aussi du point de vue de la transcription et des voix. Donc, pour l'instant, on a extrait toutes ces données, on est en train de les nettoyer, et on va pouvoir ensuite rentrer dans cette phase d'analyse. Et donc l'idée, c'est aussi de vous présenter aujourd'hui un exemple, et avant de céder la parole à Mathieu, je vais simplement en situer le cadre. Donc ce qu'on a pu faire dans le cadre de ce projet, c'est de mettre en place un stage, et on est en plein dans les questions d'interdisciplinarité qu'induisent finalement ces humanités numériques aussi, avec l'idée de travailler sur un corpus extrait du dépôt légal du web de l'INA, en faisant une requête donc avec l'équipe du DL Web
sur la commémoration de la marche en 2013 et d'extraire un certain nombre de pages qui ensuite ont été exportées. Et à partir de ces données, on s'est dit qu'on souhaiterait, en échangeant aussi avec des collègues au sein d'AMU, pouvoir explorer, faire une analyse un petit peu sémantique et aussi faire identifier différents thèmes à partir de ces corpus de pages extraites, en se disant que cette méthodologie, elle doit pouvoir servir pour d'autres thématiques. C'est-à-dire qu'on a des corpus web, oui, on peut faire naviguer un stagiaire dessus, page par page, évidemment, c'est très chronophage, mais ce qui est utile pour nous, c'est aussi de découvrir, d'explorer le corpus par des outils et des méthodes computationnelles pour ensuite pouvoir affiner l'analyse. C'est-à-dire que là, c'est pas une fin en soi, évidemment, ça ne l'est jamais, mais c'est une façon de rentrer dans la recherche, d'explorer le corpus, d'avoir des tendances et après de se dire, bah voilà, là, je vais maintenant pouvoir creuser tel et tel aspect parce qu'il semble que tel ou tel thème va davantage ressortir, tel motif va davantage ressortir. Donc, ce qu'on a mis en place, c'est que, en travaillant en interdisciplinarité avec Mathieu Génois, qui est physicien, je le laisserai se présenter, Patrice Bello, qui est professeur en sciences de l'informatique, avec qui, en discutant au sein de mon université, on se rend compte que pour lui, c'est un sujet porteur dans son domaine. Et donc, on a publié une offre de stage à 3, donc co-dirigée, et qui a donné lieu à ce travail donc, en sciences de l'informatique et produit par David Erendina, qui a du coup produit une analyse des données et dans le cadre de son travail de master. Donc je vais laisser Mathieu maintenant expliquer la partie plus technique et plus méthodologique pour ensuite évidemment discuter avec vous de l'apport et aussi des limites de cette première expérimentation que je suis ravie de partager avec vous aujourd'hui. Je vous remercie. Bonjour à tous, est-ce que tout le monde voit ce que j'ai partagé? Oui, oui. Ok, c'est bon. Vous me dites quand est-ce que je peux commencer ou si je peux déjà y aller? Vous pouvez y aller, merci. Oui. Ok. Merci Sophie pour l'introduction, merci au Labinum de m'avoir invité. Je suis un tout petit peu en dehors de ma zone de confort habituelle parce qu'effectivement, moi je suis maître de conférence avec ma université et je suis physicien. Je travaille au centre de physique théorique. Il se trouve que mes recherches s'orientent aussi l'interface avec ce qu'il fait avec les sciences sociales, mais là plus particulièrement, j'interviens en tant que spécialiste de ce qu'on va appeler la science des réseaux de manière très générale. Alors je vais vous présenter effectivement l'approche méthodologique qu'on a commencé à développer. Alors on n'en est pas au niveau d'avoir un outil en production, un outil qu'on peut déjà utiliser comme ce qu'on présentait Mathieu et Aline avant, mais c'est un peu l'idée d'avoir à la fin ce genre d'outils adaptés à des corpus textuels pour pouvoir justement, comme dit Sophie, explorer des grands corpus. Alors, vous savez, je vais recadrer quelque chose qui peut-être sont évidentes pour vous, mais que moi j'ai besoin de cadrer pour aussi comprendre et m'insérer dans ce genre de travail. Donc vraiment l'idée de ce qu'on a fait, c'est donner du sens à une pile de documents. Alors vous me pardonnerez de mes clichés, mais c'est vrai quand on cherche par exemple sur internet une image qui représente comment un historien travaille, on tombe sur ce genre d'image avec voilà, du travail, de l'exploration d'archives à la main, où on lit tous les documents, on comprend les documents, et c'est le cerveau humain qui après, en passant d'un document à l'autre, va comprendre ces documents, va faire créer des liens, comprendre des liens entre ces documents. Mais c'est un travail qui est essentiellement manuel. Et donc, comme a dit Sophie, qui est extrêmement chronophage, notamment quand on a affaire à des corpus qui vont devenir très étendus, qui vont avoir quelques dizaines, quelques centaines de documents, dans lesquels les documents vont se compter par milliers, par dizaines de milliers, par centaines de milliers, etc., etc., etc. Donc effectivement, il y a une première difficulté là qui est le passage à l'échelle. Qu'est-ce qui se passe quand mon corpus il devient trop grand pour pouvoir être analysable à la main? Et la deuxième difficulté, c'est qu'en général, les corpus, en particulier les corpus du type corpus web, tel que celui sur lequel on a pu travailler avec Sophie et avec Patrice Bello, il ne ressemble pas à ça. Il ne ressemble pas à quelque chose de tout rangé, bien rayonné, bien étiqueté. Ça ressemble plutôt à ça. Donc c'est vraiment une pile de documents qui n'est pas classée, qui n'est pas triée, qui n'est pas nettoyée, pour lesquels il n'y a pas d'étiquetage, il n'y a rien, et tout est à faire. Donc trouver quelque chose d'intéressant
trouver du lien, trouver une manière d'explorer ce qui est essentiellement un tas de données. C'est pas trivial du tout, et c'est ce qu'on a essayé de faire. Donc on a essayé de commencer à développer une méthodologie qui rende cette tâche faisable. Donc effectivement, il faut créer des méthodes adaptées pour pouvoir faire ça, et en particulier des méthodes qui vont s'appuyer largement sur des techniques automatiques. Alors effectivement, l'optique, c'est vraiment ça, c'est faire de l'étiquetage automatique d'un corpus document qui peut être tout et n'importe quoi. Donc là, une première simplification, une première, disons, facilité, c'est qu'un corpus très large, ça pourrait être comme à gauche des archives écrites à la main, et là on est sur un niveau de difficulté supplémentaire, c'est que les techniques de traitement automatique d'archives écrites à la main, alors ça existe, hein, c'est ce qu'on appelle, si vous avez entendu parler de ça, d'OCR, de reconnaissance optique de caractère, mais ça rajoute une couche de difficulté. Dans le cas qui nous intéresse nous, on a affaire à des archives web donc on a un élément supplémentaire qui nous permet, qui facilite le traitement automatique, c'est que ce sont des données qui sont déjà numériques, alors c'est du texte, et c'est du texte déjà numérique, ce qui veut dire qu'il est déjà mis en forme d'une certaine manière pour pouvoir être accessible à du traitement automatique par ordinateur. Donc c'est une facilité, c'est quelque chose qui va. Oui? Excusez-moi, oui, il y a une question? Non, c'est quelqu'un qui a la tout va bien. Non. Je continue ou Oui. Ok, c'est bon. D'accord, très bien. Merci. Donc voilà, ce que je disais, c'est que comme on a des données qui sont par nature numériques, elles sont parfaitement adaptées à du traitement automatique par ordinateur. Donc nous, nos données, c'est des pages. Une petite bêtise, elle était dans un je crois que c'est Charles Mag. C'était pas non plus. J'entends quelqu'un qui parle, je ne sais pas si c'est voulu. Bref, donc ce que je disais, c'est que notre corpus documents à nous, ce sont des pages web. Donc c'est du texte, mais c'est du texte dans un format bien particulier, du HTML. Alors pas que du HTML, hein. Les gens qui connaissent le web sauront qu'il y a aussi dedans du JavaScript, du PHP, d'autres trucs, etc. Mais essentiellement, ça va être du HTML. Et le HTML, c'est du texte, donc ce qui nous intéresse, avec plein d'autres choses. Alors je vous ai mis un exemple ici à gauche. C'est la page de Wikipédia sur l'histoire, bon, peu importe. Mais il y a plein de choses en plus du texte. Donc la première étape, c'est une étape de nettoyage de ce document. Alors c'est pas très important pour ce qu'on dit aussi, mais je veux juste, pour les gens éventuellement qui ne seraient pas familiers de ce genre de document, bien insister que quand on récupère une page web, il y a toujours une étape de nettoyage préalable avant de pouvoir s'attaquer à ce qui va être vraiment le cœur du document. Donc cette étape-là, fort heureusement, il existe des outils maintenant qui permettent de faire ça de manière automatique, donc d'enlever toute la partie qui est, entre guillemets, du code de la page et d'extraire uniquement le texte. Alors il faut quand même savoir, entre parenthèses, qu'en faisant ça, on enlève énormément d'informations qui potentiellement peuvent être utiles sur une page web, une information qu'on pourra récupérer ailleurs et qui n'est pas du corps du texte. Il faut aussi savoir que ce traitement automatique, il prend vraiment tout le texte, et ce qu'on va voir après dans la suite, c'est savoir des conséquences quand on va chercher à analyser ce texte-là de manière automatique, c'est que ça va souvent être un fourre-tout de plein de choses, de tout n'importe quoi. Donc c'est du nettoyage, mais ce n'est pas le nettoyage qui est parfait, c'est un nettoyage qui ne sera jamais parfait. Alors qu'est-ce qu'on a essayé de faire? Donc, une fois qu'on a ce corps du texte sur les pages web, donc pareil, des choses qui sont traitées automatiquement, on a validé à mobiliser, disons, deux méthodes issues de ce qu'on appelle le Natural Language Processing, donc c'est tout un ensemble de techniques en sciences informatiques qui permettent justement de traiter automatiquement du texte. Alors ces deux méthodes qu'on a utilisées, la première c'est ce qu'on appelle du NER, donc du Named Entity Recognition, et pour résumer très vite, cette méthode elle permet d'extraire automatiquement d'un texte tout ce qui va être en gros nom propre. Donc vraiment tout ce qui va être mention de nom propre dans un texte. Donc ça c'est particulièrement intéressant parce qu'en plus de les extraire, l'algorithme est capable de les classifier. Et classiquement, et c'est ce que nous on a fait dans ce qui est essentiellement dans l'état actuel du travail, ces noms propres sont classifiés en 4 catégories, les personnes, les lieux, les organisations et tout ce qui va être autre. Donc ce truc, donc typiquement un exemple ici, vous avez une liste d'entités issues du corpus donc de la marche. Donc plein de lieux, France, Paris, Marseille, c'est logique, Europe, Gare, etc. Des personnes, donc typiquement Jamel Debbouze est lié au film Sur la marche. Des organisations comme France Info, alors effectivement dans le corpus, ces organisations vont être essentiellement
des médias, mais il y a quelques autres trucs, et des choses qui ne sont pas classifiées, donc typiquement la marche, tout ce qui va être en rapport avec la marche, où ça va être classifié à part. Alors on pourrait argumenter sur est-ce que c'est une organisation ou pas, mais effectivement c'est quelque chose qui a un nom propre, qui redéfinit qui représente quelque chose qui est important dans le texte, et donc cet algorithme est capable de automatiquement extraire de tout le corpus, par page, la liste des noms propres qui sont mentionnés dans ces pages, et de les classifier. Alors ça c'est pas mal, ça permet de faire une indexation automatique de toutes ces pages. La deuxième méthode qu'on utilise, c'est ce qu'on appelle du topic modeling. Donc là, l'idée est d'extraire de quoi parle le document. Alors, un premier bémol, donc ça paraît très naturel quand on est un humain, de quoi parle le document. Pour une machine, la définition est légèrement différente. Alors, il y a des liens entre les mots, c'est pour ça que ça s'appelle quand même des sujets, des topics. Pour la machine, un sujet, c'est un groupe de mots qui apparaissent ensemble plus fréquemment que si c'était purement par hasard. Alors, c'est très avec les mains, cette définition, mais vraiment, c'est l'idée de repérer automatiquement des co-occurrences de mots qui ont l'air d'être reliés entre eux d'une manière, disons, non triviale et non aléatoire. Donc, un exemple, un des sujets, justement, un des topics extraits du corpus qu'on a, c'est cette liste de mots que vous voyez. Et, qu'on soit bien d'accord, cette liste de mots, elle n'est pas interprétée. La machine ne comprend pas ce sujet, elle ne comprend pas que ces mots sont reliés, elle est simplement capable d'identifier que ces mots-là ont l'air d'apparaître ensemble plus fréquemment que les autres. Donc là, nous, en tant qu'humains, on lit cette liste de mots, et effectivement, on comprend, nous, pour le coup, très vite, on est capable d'interpréter cette liste de mots, et on comprend très vite que ce sujet, c'est effectivement le sujet de l'islam, exactement. Donc effectivement, comme l'a dit Sophie, c'est pas très étonnant, ce sujet de la religion musulmane est, au moins dans la même dont on en parle, semble être fréquemment relié avec le thème de la marche. Alors, quelques aspects techniques sur ces deux méthodes pour bien comprendre les limites de ces méthodes d'extraction automatique. Pour l'AMRM, pour la Name Entity Recognition, l'extraction est assez souvent, parfois peut être imparfaite, avec des entités qui sont tronquées, dans lesquelles il ne reste plus qu'une lettre ou deux, etc. Donc ça nécessite quand même, après coup, un nettoyage à la main de la liste des entités, pour ne conserver que celles qui sont effectivement compréhensibles. Alors il peut y avoir des entités tronquées, il peut y avoir des entités qui sont fusionnées pour une raison X ou Y. Une fois de plus, l'algorithme ne comprend pas ce qu'il dit, l'algorithme ne comprend pas ce qu'il analyse. La méthode qui permet d'extraire tout ça est fondée sur d'autres, essentiellement des aspects statistiques. Donc il n'y a pas de compréhension, ce qui veut dire que ce qui est ressorti, il est toujours nécessaire de repasser derrière pour notamment le renettoyer. Pour le topic modeling, il y a beaucoup plus d'hypothèses qui sont nécessaires pour pouvoir rendre cette extraction automatique possible. La première, c'est ce qu'on appelle la tokenisation du texte. C'est-à-dire que le texte tel qu'il est donné, et tel qu'il est compréhensible par un humain, une fois de plus, n'est pas compréhensible par la machine. La machine va uniquement repérer des mots qui apparaissent ensemble fréquemment. Donc on va garder pour rendre ça plus facile que les mots qui sont signifiés du sens, qui sont sémantiquement intéressants. Et donc ça passe par la suppression de tout ce qui va être conjonction, coordination, article, préposition, etc., etc. Pareil, cette suppression, elle est automatique. Il y a des algorithmes qui sont capables, qui sont pré-entraînés, et qui sont capables de faire eux-mêmes cette tokenisation avec les caveats qu'il faut prendre. Cette tokenisation n'est pas non plus à 100% parfaite. Donc on a aussi là l'introduction potentiellement d'erreurs dans ce truc. La deuxième, les méthodes que David a utilisées pour ça, elles sont limitées en termes de taille de document, en termes de nombre de tokens. Ce qui veut dire que les documents qui sont longs, et parfois ils sont très longs dans le cas du corpus qu'on a, ont été coupés en ce qu'on appelle des chunks, donc des morceaux, des parties, qui font au maximum 512 tokens, donc on a pris cette limite-là, et donc le document est coupé en morceaux qui sont tous de taille identique, qui font 512 tokens. Alors ça aussi, ça pose pas mal de questions. Un texte écrit par un humain, a priori, il a des coupures naturelles, qui sont des coupures de paragraphes, qui sont des coupures de parties, de sous-parties. Et ça, il y a peu d'algorithmes aussi qui sont capables de repérer ces coupures naturelles de manière automatique. Donc on pourrait le faire à la main, mais on perd l'avantage du coup de tout automatique. Donc là aussi, on va avoir, avec ce découpage qui est fait a priori, on va avoir potentiellement des choses qui ne vont pas, même de manière quasi certaine, des choses qui ne vont pas correspondre aux coupures naturelles d'un texte. Mais bon, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. En l'occurrence, on va faire beaucoup mieux sans perdre l'automaticité de la méthode, donc on le fait comme ça.
L'autre aspect, c'est que la méthode qu'on a utilisée ne peut extraire qu'un seul topic par chunk, donc par morceau du document. Donc ça, voilà, une fois de plus, on sait par exemple, de manière très naturelle, qu'une partie d'un texte peut parler de plusieurs sujets en même temps, qui sont reliés ou pas. Ça, pour le moment, en tout cas avec la méthode qu'on a utilisée, pour le moment, on n'y a pas accès. Par contre, comme les documents sont souvent longs, on va, en concaténant, donc en rassemblant les topics identifiés sur chaque morceau du document, on va pouvoir quand même avoir accès à différents topics pour un même document, et vous verrez que ça, ce sera important par la suite. Le dernier point, j'en ai déjà parlé, mais j'aimerais quand même insister dessus, c'est qu'effectivement, les topics qui sont extraits par l'algorithme, l'algorithme n'a pas compris, on ne comprend pas vraiment ce que c'est que ce topic-là, et donc il y a nécessité d'une interprétation a posteriori. Donc qu'est-ce que c'est que ces topics que l'algorithme a extraits? Et ce qu'on va voir de manière quasi systématique, c'est que certains topics ont du sens, et donc sont vraiment évidents pour nous, et d'autres topics n'ont pas de sens. Ils sont présents, le signal est bien là, la machine elle a bien extrait quelque chose qui est présent dans le texte, mais cette liste de mots ne correspond pas à ce que nous, en tant qu'humains, ou en tant que des chercheurs en histoire qui reprennent les résultats de cette analyse-là, ne correspondent pas à un sujet qui a du sens. Donc ce sont des topics qui sont présents, mais ils sont non pertinents. Donc là aussi, on a besoin d'une interprétation a posteriori, la machine ne fait pas tout, loin de là. On a vraiment besoin, et c'est absolument nécessaire, après l'analyse automatique, de faire une interprétation et un nettoyage subsidiaire, de manière à avoir des choses, à ne garder que ce qui va être effectivement pertinent. Donc en résultat, qu'est-ce qu'on obtient avec ces deux méthodes? On obtient pour chaque document une liste d'étiquettes. Donc le document est annoté avec ses entités et avec ses topics. Et donc on est passé d'une pile de documents à quelque chose qui devient explorable de manière ciblée. Les entités, on les a listées, donc on peut reconnaître notamment dans les entités des points, des personnages, des lieux, des organisations qui sont importantes, qui sont pertinentes, et aller cibler uniquement les documents qui mentionnent ces entités-là. Même chose avec les topics, on peut reconnaître des topics qui sont intéressants, typiquement le topic de l'islam, en quoi le topic de l'islam se relie avec le thème de la marche, et on peut aller cibler directement, uniquement les documents qui mentionnent ce sujet-là. Et enfin, comme on a les deux, on peut faire des recherches croisées. On peut aller voir des documents soit croisés entre entités, des documents qui mentionnent plusieurs entités, ou des documents qui mentionnent plusieurs topics, ou des documents qui mentionnent à la fois certaines entités et certains topics. Donc on a vraiment comme ça, de manière automatique, quelque chose qui permet un outil d'exploration du corpus, qui permet de faire des recherches ciblées et de naviguer dans ce qui était avant une pile de documents sans ordre aucun. Donc ça, c'est la première étape de ce qu'on a fait, et c'est déjà pas mal. Mais on a voulu, et notamment j'ai voulu essayer d'apporter quelque chose d'en plus. On peut imaginer, on peut faire plus que ça pour essayer de comprendre comment fonctionne le corpus et quelle est la structure du corpus, au-delà de juste peut-être un tas de documents. Donc alors, juste pour finir sur mon exemple, pour le cas du corpus de la marche, on avait presque 13 000 documents. Après nettoyage, on avait presque 35 000 entités, dont un peu plus de 2 000 ont été taguées comme étant pertinentes par les stagiaires de Sophie qui les ont passés un par un pour les nettoyer et pour sélectionner ceux qui, a priori, avaient un lien direct avec la marche. Donc il nous reste un peu plus de 32 000 qui sont autres, qui sont mentionnés, mais on ne voit pas trop quel est le lien avec la marche. Donc on a des personnes, des lieux, des organisations et des divers. Vous avez mis à chaque fois ceux qui étaient pertinents et ceux qui n'étaient pas pertinents. Et on a le sens topique. Alors pour illustration, vous avez ici, je vous mets ici les 20 personnes qui sont le plus mentionnées dans les documents. Alors si vous me posez la question, moi je ne savais pas, mais Lise Joly est une journaliste à France Info, et donc a priori, elle a signé beaucoup d'articles sur la marche, et c'est pour ça qu'elle apparaît aussi souvent. Vous reconnaîtrez les noms d'inconnus qui vont être de près ou de loin reliés à la marche. Les topics, je vous mets ici donc les 20 premiers topics, en vous mettant les 5 mots qui sont les plus pertinents sur ces topics. Alors on trouve le topic 0 ici qui est effectivement lié à l'islam. On a un topic 1 qui est lié justement à ces questions de la marche de 83. Et on a d'autres topics par exemple qui sont, alors je l'avais trouvé, je sais plus, le topic 14 ici. On a hôtelier, clause, réservation centrale, boum, etc. Là c'est un cas classique sur des pages web. En fait on a beaucoup de publicité concernant des réservations d'hôtels. Et ce texte-là fait partie de la page web, et donc il est analysé comme tel. Donc on a des bouts de pages web qui en fait n'ont rien à voir avec le sujet qui nous intéresse. Ce sont par exemple des publicités ou ce genre de choses. Mais ça, l'algorithme, il nous le dit. Donc en fait, les topics et les entités permettent aussi potentiellement de refaire du filtrage. On identifie les topics qui ne sont pas pertinents,
Et on peut enlever tous les documents qui mentionnent avec quasiment que ces topics-là, par exemple. Donc ça permet aussi, cette analyse-là, de faire des filtrages ou des nettoyages supplémentaires a posteriori pour tenter de resserrer le corpus éventuellement. Donc je reviens à la partie qui concerne un peu plus près de mon expertise. L'idée est toujours la même, c'est de comprendre quelle est la structure du corpus. Et donc l'idée, c'était de voir le corpus comme un réseau de documents. Donc le principe est, on a un réseau, et chaque nœud du réseau est un document. Et on va utiliser les résultats des analyses sémantiques précédentes pour construire des liens entre ces documents. Et donc ces liens, on va les faire via des co-occurrences. On va considérer que deux documents sont liés s'ils partagent au moins, ou s'ils mentionnent au moins une entité ou un topic. On va pouvoir faire deux versions du réseau, une qui tient compte des entités, l'autre qui tient compte des topics. Et on va pouvoir comme ça construire deux documents sont reliés s'ils partagent une entité ou un topic. Et on va pouvoir ajouter à ces liens une notion de poids, une notion de force du lien. Le lien sera d'autant plus fort que le nombre d'entités ou de topics qu'ils partagent, qu'ils ont en commun, est grand. Donc ça permet de construire un réseau. Alors, ça peut peut-être vous paraître un peu artificiel, mais vous allez voir que ça permet d'aller un cran plus loin dans la compréhension de comment fonctionne le corpus, de qu'est-ce qu'il y a effectivement dans le corpus. L'idée est la suivante, c'est que comme on a des liens, on a un réseau avec des liens entre ces documents, on va pouvoir faire ce qu'on appelle de la détection de communauté dans ce réseau-là, et donc identifier des groupes de documents qui sont particulièrement liés entre eux, donc des groupes de documents qui sont similaires en termes de ce dont ils parlent, soit en termes d'entité ou en termes de topic. Donc ça, alors il y avait deux cas de figure. Là, c'était vraiment pour moi, je crois, quand on a commencé à faire ça. Soit on a quelque chose qui est complètement aléatoire, donc en fait il n'y a pas de structure dans le réseau, soit effectivement on trouve des groupes de documents, donc des documents qui, d'une certaine manière, parlent de la même chose. Et effectivement, donc, ce qu'on a trouvé, je vais vous montrer le résultat tout de suite, c'est qu'on n'a pas du tout quelque chose d'aléatoire, on n'a pas quelque chose qui n'est pas structuré. On s'est rendu compte que ce corpus-là, et c'est pas un endroit de tous les corpus, il est fondamentalement structuré en groupes de documents qui parlent de la même chose, qui mentionnent les mêmes entités ou qui mentionnent les mêmes topics. Donc ça, c'est intéressant à plusieurs égards. Premièrement, ça permet de réétiqueter ou d'ajouter des étiquettes aux documents en fonction des groupes auxquels ils appartiennent. Donc de définir vraiment des groupes de documents qui, d'une certaine manière, forment un tout cohérent, forment une sous-partie cohérente du corpus en lui-même. Et donc aller cibler précisément ce document-là. Et donc ça pose forcément la question de l'interprétation de ces groupes de documents. En quoi ces documents forment peut-être un sous-corpus cohérent dans le corpus général. Et donc on peut se poser la question, qu'est-ce qui fait que ce document forme ce sous-groupe? Quelle est la raison, ou quelles sont les raisons qui font que ce sous-groupe existe? Donc pour l'instant, c'est des questions qui sont ouvertes, on n'a pas poussé l'analyse plus loin, mais effectivement ça permet, comme disait Sophie, d'aller un cran plus loin dans comprendre le corpus, de se rendre compte que ce corpus-là, il n'est pas uniforme, qu'il y a des choses dedans et qui sont valables et qu'on peut explorer de manière intéressante. Alors ça c'était vraiment sur le corpus de documents, mais on peut faire la même chose sur les entités ou sur les topics. On peut définir des réseaux, un réseau d'entités ou un réseau de topics, et considérer que deux entités ou deux topics sont liés s'ils apparaissent ensemble dans au moins un document. Donc essayer de comprendre quelle est la structure cette fois non pas du corpus, mais quelle est la structure des entités qui apparaissent dans le corpus, ou quelle est la structure des topics qui apparaissent dans le corpus. Ça permet d'avoir une nouvelle information. Effectivement, comme tout à l'heure, on va essayer de trouver des communautés, trouver des groupes d'entités qui co-apparaissent souvent, ou des groupes de topics qui sont mentionnés ensemble souvent. Et donc ça permet de comprendre un peu plus d'explorer si ces entités ou ces topics, qui sont dispatchés dans le corpus de manière plus ou moins aléatoire et uniforme, ou au contraire, est-ce qu'ils forment eux-mêmes des communautés, des groupes qui ont du sens. Alors effectivement, je ne vais pas vous faire l'en dire plus longtemps, on trouve effectivement ça. Les topics, comme les entités, forment des groupes dans le corpus, et donc ces entités, elles ne sont pas indépendantes les unes des autres, elles forment des groupes. Ces topics, pareil, ils ne sont pas indépendants les uns des autres, ils forment des groupes qui co-apparaissent souvent et qui donnent là aussi une nouvelle porte d'entrée sur l'exploration du corpus, mais plus que ça, qui posent des questions sur qu'est-ce que le corpus nous dit exactement. Pourquoi est-ce que ces entités apparaissent ensemble? Pourquoi est-ce que ces topics apparaissent ensemble? Alors un dernier point pour finir, les figures que je vous ai montrées là, ou que je vous montre, on voit justement ces groupes de topics ou ces groupes d'entités, on les a eu par des algorithmes de détection communautaire. Alors il faut savoir que dans la communauté des sciences du réseau,
la question de la détection des communautés dans un réseau, ou des groupes dans un réseau, c'est une question qui agite la communauté depuis un bon 20 ou 30 ans. Donc c'est une question qui est compliquée. Il y a plein de définitions de communauté, il y a plein de définitions d'algorithmes, il y a plein d'algorithmes qu'on peut définir là-dessus, et il y a une manière plus ou moins propre de faire les choses. Le figure que je vous ai montré pour le moment, c'est une version, disons, un peu rapide et pas très propre de ce qu'on peut faire. Mais on peut aller plus loin, on peut appliquer des méthodes qui sont beaucoup plus fines, beaucoup plus propres d'un point de vue statistique, pour vraiment extraire des choses qui sont vraiment là et pas faire de l'overfit, ce genre de choses, vraiment être sûr de ce qu'on analyse dans le réseau. Alors je vais vous montrer deux exemples. Vous avez ici un réseau de topics, tels que les communautés de topics, tels que découverts ou identifiés par une méthode qui est beaucoup plus fine. Alors ce que vous voyez, c'est que c'est beaucoup plus difficile à interpréter. Chaque point ici est un topic. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a effectivement des groupes de topics, donc ici vous en avez 6, ici vous en avez 5, qui se regroupent entre eux, mais vous avez aussi beaucoup de topics qui ont l'air d'être relativement indépendants les uns des autres. Alors cet algorithme, il est vraiment très intéressant, il permet aussi d'avoir toute la hiérarchie des groupes de topics, et donc d'avoir des groupes de groupes, des groupes de groupes de groupes, etc., etc. Et ce que vous voyez par exemple, c'est que tous ces groupes ici, ils se rassemblent en un seul métagroupe, et pareil, ça ouvre des questions, pourquoi est-ce que ces topics, et ces groupes de topics forment un tout cohérent? Alors par rapport à la méthode qu'on avait avant, on retrouve de fait les deux groupes qu'on avait. Nous avons tout en haut une première branche une branche générale de topics qui sont reliés entre eux, on a pareil. Donc on retrouve quelque chose qui est cohérent, on a bien deux familles de topics qui sont complètement séparées, et ces deux familles elles-mêmes se subdivisent après en sous-familles, en sous-sous-familles de topics. Donc là, ça reste relativement visible parce qu'il y a 206 topics, donc on peut tracer le réseau. Je vais vous montrer ce qui se passe quand on fait la même chose sur le corpus de documents, donc c'est quelque chose comme ça. Alors c'est difficile à interpréter, c'est difficile à lire, ça fait des jolies images, mais on peut quand même y voir des choses. On voit qu'on a quand même des grands groupes, alors on ne voit pas les documents parce que les points sont tout petits, il y en a presque 13 000, mais ce qu'on peut quand même voir de manière assez claire, c'est qu'il y a des groupes de documents qui effectivement coexistent, et forment des trous cohérents qui sont très larges. On a la grande branche violette ici en bas, on a la branche bleue ici, on a la rose là. Et pareil, on va avoir ici toute la hiérarchie. Donc on a effectivement dans le corpus n'est pas uniforme. Ce n'est pas juste un tas de documents. Les documents, ils vivent ensemble. Ils se forment des groupes. Et il va être probablement très intéressant d'explorer qu'est-ce que ces groupes, qu'est-ce que ces documents ont en commun, pourquoi est-ce qu'effectivement on a des groupes ici. Alors ça pourrait être des choses très triviales, hein, ça pourrait être simplement toutes les pages web qui viennent d'un même site web, par exemple. Peut-être c'est exactement ça qu'on retrouve. On retrouve des documents qui font partie d'un même média, par exemple, ou peut-être que c'est des choses qui sont totalement différentes. Des pages qui partagent notamment un type de discours sur le sujet qui nous intéresse, ou autre chose. De manière générale, ces techniques-là, une fois de plus, hein, l'algorithme trouve quelque chose, mais il est absolument nécessaire qu'après, a posteriori, il y ait une réexploration de ces résultats, de manière à comprendre si ce qui a été trouvé est pertinent ou pas, et à lui donner du sens. Voilà, j'ai fini pour ma présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, je serai ravi d'y répondre. Merci beaucoup à tous les intervenants. Là, on peut prendre des questions des quatre peut-être j'ouvre avec une question pour Mathieu. Voilà, je vais réagir aux dernières présentations. En lien avec celle de Sophie, je m'interrogeais sur la gestion de la dimension diachronique dans les traitements présentés, et plus en particulier pour les topics, est-ce qu'il est envisagé de concevoir une évolution des topics, et pour ce qui concerne les communautés des documents, est-ce que la dimension de temps est prise en compte? Est-ce que ces communautés correspondent à des différentes versions du site à différents moments, ou ces documents sont liés à un moment T? Voilà, si vous pouvez donner quelques informations en plus sur ces dimensions. Et vous avez entendu la question? Je répète. Et voilà. Pour être plus bref, je me donne à interroger sur les traitements de la dimension temps, dans les traitements de la construction des communautés de documents et dans les traitements des topics.
Tu as peut-être une idée, Sophie? Est-ce que là, on m'entend dans le micro? Faut l'allumer. Normalement, Oui, en fait, là, il me semble, et Mathieu confirmera, que sur le travail de David, c'était une extraction à une période T. Et donc, bien sûr, l'idée, c'est de pouvoir effectivement comparer avec un corpus sur une autre période. Je crois, hein, mais Mathieu confirmera. Si... En tout cas, c'est une question que je leur ai posée sans cesse. Sur la dimension diachronique, bien entendu. Donc, peut-être, Mathieu, je te laisse compléter. Alors, effectivement, la dimension diachronique, on peut y avoir accès de manière tout à fait naturelle. Alors, il y a une difficulté, c'est la datation des pages web. Alors, c'est un problème que moi je ne connaissais pas avant de m'intéresser à ce sujet-là. Donner une date à une page web, c'est quelque chose de pas trivial. Donc, David l'a fait un petit peu, on peut approcher la date de création, au moins l'année de création d'une page web. Mais dater correctement une page web, c'est compliqué. Alors, c'est une difficulté intrinsèque au corpus. Par contre, une fois qu'on a cette information-là, ça ne pose aucun souci. On peut parfaitement faire cette analyse sur des périodes de temps différentes et justement faire toute analyse diachronique en termes d'entité, en termes de topic, et essayer de tracer, typiquement, alors valider l'a fait, la fréquence d'apparition de telle entité ou de tel topic en fonction du temps. Merci. D'autres questions dans la salle ou à distance? Il y avait une question en ligne. Il y avait une question en ligne d'Élodie Gillet. Sinon... Alors. Oui, je vous pose une question qui peut concerner Corobora ainsi que la médiatisation de la marche de 83, c'est-à-dire la question de l'audience. J'ai donné ma petite contribution à Corobora, petite, je m'en excuse, mais et donc je me souviens, c'est-à-dire j'ai indexé des vidéos YouTube concernant certains passages, certaines phases de l'histoire des institutions européennes. Et ce qu'on observait, c'est que parfois des comptes de YouTubers très peu populaires avaient totalisé un nombre par ailleurs conséquent de vues sur la vidéo dont il était question, alors que d'autres fois, au contraire, la vidéo qui nous intéressait avait totalisé un nombre insignifiant d'un point de vue statistique de vues, alors que le youtubeur, lui, était très populaire. Donc comment croiser ces deux données dans la notion d'audience? Et question qui est peut-être liée à celle-ci, le rapport entre ce que vous appelez mémoire, ce que vous appelez médiatisation, ce que vous appelez archive. Est-ce que la mémoire empiète sur l'archive ou pas? Et il n'y aurait pas un écart, un déphasage entre les archives web, télévisuelles, et celle qu'on appelle mémoire? Quand on pense à mémoire, on pense à une dimension anthropologique. Et donc, quels seraient les outils dont nous aurons besoin pour comprendre comment la médiatisation, la circulation des vidéos, des images d'archives devient mémoire au sens d'une appropriation de la part des gens? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut, à votre avis, lire, décrypter, ou c'est quelque chose qui échappe justement à la recherche, à l'analyse quantitative? Moi, je veux bien poser une question qui n'est pas très loin. Bonjour. Oui, moi je voulais poser une question qui remonte au début de vos interventions, mais comme il est à mon avis dans le même sens de ce que vous dites, je ne suis pas sûre que partir de l'a priori que la répétition conduit à une bonne mémorisation soit une bonne hypothèse. Hélas, moi j'ai travaillé on en parle quand même beaucoup en ce moment sur la question de la Shoah. Et on a constaté que plus la Shoah est répétée dans l'espace, par exemple, scolaire, et moi, on a l'impression qu'elle est retenue par les enfants. Parce que c'est une autre époque de la mémoire, parce que c'est la distance par rapport à l'événement, il y a plein de raisons. Alors que quand on travaillait, comme je l'ai fait dans les années 80-90 sur la Shoah, il n'y avait pas de problème. Et parce qu'on entendait, il n'y avait pas de répétition, justement, ça n'était pas enseigné dans les écoles. Donc voilà, il faudrait peut-être réfléchir à cette hypothèse qui n'est pas si évidente que celle. Pourtant, elle paraît évidente, puisque tout le monde dit, il suffit de répéter pour apprendre. Non.
il ne suffit pas de répéter pour que les gens apprennent. Donc on revient à la question de la réception, et là, si les informaticiens étaient capables de nous expliquer comment introduire un numéro aussi compliqué que pourquoi on retient quelque chose et pourquoi on ne le retient pas, et bien évidemment, ce serait un grand apport aux sciences sociales. Alors on a une salle de questions. Et ça oui. D'autant plus que le corpus qui est constitué ne correspond pas à un corpus qui est réellement consommé, puisqu'en fait, la répétition, elle se fait sur 6 chaînes, par exemple pour le cas français, et personne ne regarde l'information sur 6 chaînes en réalité. Et voilà, donc ça n'invalide pas du tout, à mon avis, la recherche, mais c'est vrai que ça peut être peut-être un peu de prudence quand on parle de mémoire, parce que effectivement, ça évoque tout de suite une appropriation, alors qu'elle n'est pas possible. Oui, merci pour toutes ces réflexions. Donc en fait là, on est plus dans la médiatisation d'un événement historique là quand même. Donc en fait l'entrée par la mémoire, c'était aussi parce que c'était un dénominateur commun. Mais là pour moi la mémoire c'est plus la mise en visibilité des usages. Les usages publics du passé, en fait, la mise en récit d'un événement passé à travers sa médiatisation. Donc c'est une forme de... Et puis surtout, en fait, là, comment ? C'est aussi l'appropriation. Oui, après, voilà, c'est pour ça que je voulais distinguer les deux, parce que, en fait, la mémoire, elle n'est pas au centre du projet au départ. Là, c'est aussi parce que ça faisait un dénominateur commun. Mais dans ce projet-là, disons qu'il y a, soit on va travailler sur, on pourrait, si on avait un RC peut-être, travailler sur la totalité et aller interroger les mécanismes de consolidation de la mémoire à travers un public scolaire ou d'internautes et travailler à la réception. Disons que là, entre la condition de production, le mode de représentation et la réception, nous, dans le projet, on est quand même beaucoup sur conditions de production de ces images et de ces discours et les modes de représentation. Et donc, en fait, c'est pour le prochain projet, tout à fait, qu'on peut imaginer de réfléchir aux formes de réception. Après, en ligne, on a des traces de réception, notamment sur la façon dont la marche peut être l'objet d'un certain nombre de réappropriations par des groupes. Justement, c'est ça qui est intéressant, pour porter des causes, soit en la mettant à distance, soit au contraire en la mettant en discussion et en se la réappropriant dans le mouvement social, en lien avec justement ces questions, ce débat autour du passé colonial. Mais on est quand même plus dans des usages publics de l'histoire, là, et politique aussi, même si c'est très intéressant, que dans cette approche par mémoire. Mais c'est tout à fait une vraie question, surtout sur, quand même, pour ma part, sur des sujets qui sont à faible visibilité. Hein. Bien sûr que les vidéos des buts de Mbappé sont sans commune mesure avec toutes ces répétitions qu'on peut nous étudier, sur laquelle on va mettre une visibilité supplémentaire. Évidemment, en termes d'audience, c'est sans commune mesure. Mais c'est tout à fait intéressant, en tout cas, de le questionner, même si là, nous, on est plus situé dans la phase de la production de l'information plus que dans sa réception, mais c'est une question essentielle. Oui, merci. J'irai dans le même sens. En fait, c'est une question que l'on pose souvent, la question de la réception. Après, ça pose toute une question concernant l'exhaustivité des études. Est-ce qu'il faut être totalement exhaustif? Je pense qu'on ne peut pas être totalement exhaustif. Il faut s'arrêter quelque part, sinon on ne ferait plus de la science. Mais en même temps, vos machines permettent quand même d'en rêver d'exhaustivité. Sûrement pas à la réception, par contre. Pardon. Sûrement pas à la réception par les machines. Mais et après, la question, alors, justement, personnellement, je parle de mémoire visuelle et de mémoire médiatique. Donc voilà, tout le monde des memory studies et des media memory studies qui mettent en avant en fait la spécificité de la mémoire médiatique, donc qui est différente de la mémoire sociale, si l'on veut. Et donc il y a une spécificité précisément médiatique de la manière dont les industries médiatiques se rapportent au passé. C'est un peu la même chose que tu as dit. Donc effectivement, lorsqu'on parle de réappropriation, il y a la réappropriation des médias. Dans le média, donc effectivement, lorsqu'on voit une répétition en redondance dans les médias, ce que l'on étudie, nous, c'est comment les industries médiatiques, et donc l'acteur social qui sont les industries des médias, font l'histoire ou se rapportent au passé à travers toute une série d'éléments qui vont aussi dans la production jusqu'à la diffusion. Et c'est ce qu'on regarde.
la cause, voilà, on pourrait aller regarder les côtés réception, effectivement, et nous on s'arrête là. C'est un peu la même chose, voilà, la question de est-ce que ces chaînes sont représentatives ou pas? Alors, évidemment, c'est un biais énorme, déjà qu'il s'agisse des JT. Donc l'idée c'est quand même que le fait de regarder les 3 chaînes principales des 2 pays et les JT des 3 chaînes principales des 2 pays, si on retrouve des images qui ont une redondance à ce niveau-là, cela signifie que cette redondance est très importante aussi ailleurs. Et c'est ce qu'on a pu constater lorsqu'on a élargi en fait, la recherche aux vidéos du web, où effectivement des images qui revenaient 100 fois dans notre corpus revenaient 1000 fois en élargissant aux vidéos du web. Donc effectivement, lorsqu'on a des images de stock qui apparaissent dans les JT des 20 heures, eh bien ces images de stock, ça a l'air d'être un bon signe, un bon symptôme du niveau de circulation de cette image dans les autres chaînes, dans d'autres contextes. Après, la question c'est pour Lina, enfin c'est pour toutes les institutions patrimoniales. Nous, évidemment, on regarde les JT parce que les JT sont bien documentés. Et ça, c'est un peu, c'est la même chose. Ça, c'est une raison évidemment historique. Enfin, les JT sont bien documentés parce qu'ils sont courts, parce qu'ils permettent de se rapporter aux événements de la journée. C'est la même chose en Italie. Donc, ça, c'est un intéressant. Et aussi parce que c'est l'audience, bien sûr. Ah oui, c'est parce que c'est une audience qui n'a rien à voir avec toutes les autres chaînes. Est-ce qu'il y a une autre question? Ça inclut un peu la réception. Vas-y, la dernière. J'en avais une pour chacun des binômes, mais je vais garder je vais juste dire bravo pour la plateforme Crobora, je le poserai à Aline. Et pour Quiche, en fait, on a les réseaux c'est très intéressant d'avoir des approches super fines sur les réseaux. Et est-ce qu'il y a une petite interprétation déjà de fait? Une petite interprétation de ce qu'on a vu là, ou alors pour toi, Sophie, de ce qu'il nous a montré? Mathieu, est-ce que tu as entendu la question? Oui, j'ai entendu la question. Du coup, non, alors, ça fait partie des choses qu'on veut regarder. Le gros travail pour le moment, ça a été l'interprétation des topics. Donc effectivement, rien que là, c'est loin d'être trivial de transformer des listes de mots en sujets qui ont du sens pour des chercheurs ou des chercheuses. Et alors après, l'étape supplémentaire d'identifier ce que font les groupes, comme j'ai dit, alors effectivement, on a commencé à se poser la question, on a regardé de manière très préliminaire de notre côté. Il y a le souci, c'est d'avoir les bonnes communautés. Donc là, on n'a pas encore totalement convergé vers le bon algorithme pour extraire ces groupes de documents, d'entités ou de topics. Les dernières figures que je vous ai montrées, c'est probablement ce qui se fait de mieux en ce moment pour avoir des choses qui ont du sens, qui sont pas complètement aberrantes en termes de ce qui existe dans le réseau. Vraiment, on compte uniquement du réseau. Et donc, comme on n'a pas totalement convergé là-dessus, on n'est pas encore totalement prêt à explorer que veulent dire ces groupes qu'on trouve dans le campus. Mais promis, dès qu'on a quelque chose, on communiquera dessus. Peut-être pour la prochaine stagiaire. Mais merci beaucoup aux intervenants, Aline et Mathieu en ligne. C'était vraiment très intéressant et puis les présentations se complétaient et parfois engager un dialogue très intéressant. La prochaine séance de notre séminaire aura lieu le 1er mars et en fait, elle sera en quelque sorte un prolongement de celle-ci parce qu'elle ne va pas tant porter sur les mémoires que sur les représentations et la possibilité que les nouveaux outils, les nouvelles approches algorithmiques permettent d'analyser les représentations dans les médias. Alors on aura une économiste, une sociologue et pour la partie technique, alors on revient un peu à notre modèle habituel avec 2 présentations en sciences humaines et de travaux qui ont été menés en lien avec le lab et des approches automatisées et algorithmiques et puis un focus technique, alors là, sur tous les enjeux de data visualisation, justement, en lien avec ces représentations. Et c'est une data journaliste qui viendra nous présenter son travail, le travail qu'elle mène notamment au sein d'une société qu'elle a créée qui s'appelle WeDo Data, et le travail qu'elle mène aussi à l'INA sur un projet qui s'appelle data.ina.fr et qui est justement un
projet de représentation des données. Voilà, merci à tous. C'était vraiment très riche. C'est parfois un peu frustrant parce qu'on aimerait poser plus de questions. Mais, et notamment Aline, je suis désolée de vous avoir coupé la parole un peu brutalement. Mais c'est vrai qu'on est contraint par les horaires et sans doute qu'on vous posera des questions soit en ligne, soit par mail sur cette plateforme qui est vraiment très riche. À très bientôt et merci.